Peut-on vraiment savoir ce qui se passe à l'intérieur d'un volume simplement en regardant ce qui se passe à sa surface? Eh bien, c'est exactement ce que permet le théorème de Gauss, aussi appelé théorème de la divergence ou encore théorème d'Ostrogradski, des termes donc similaires pour désigner le même théorème. Il s'agit d'un résultat fondamental qui relie la divergence d'un champ vectoriel f à son flux à travers une surface fermée. Imaginons un champ de vecteurs qui traverse une sphère comme des flèches qui sortent d'un ballon gonflé. Le théorème de Gauss dit que si on additionne toutes ces flèches qui sortent, donc c'est là qu'on utilise l'intégrale, c'est pour faire une sommation continue, on peut alors savoir ce qui se passe à l'intérieur du ballon sans jamais y entrer. En physique, ce théorème est un outil redoutable. On l'utilise pour calculer le champ électrique autour d'une charge, le champ gravitationnel autour d'une planète et bien d'autres domaines d'application encore. Dans cette vidéo, on va explorer ce théorème pas à pas, comprendre ce qu'il dit, pourquoi il marche, et surtout comment il simplifie nos calculs lorsqu'il y a des symétries. Voici donc la formulation mathématique, la forme intégrale du théorème de Gauss, du théorème de la divergence. On voit bien donc le théorème de la divergence, car ici dans le membre de droite, on a affaire à une divergence. Le membre de gauche, lui, donc représente le flux total du champ vectoriel f, qui peut être un champ de vitesse, un champ électrique, tout type de champ vectoriel. Donc c'est le flux total du champ vectoriel à travers la surface fermée dV ici. Donc dV, c'est-à-dire le bord d'un volume en fait. Donc pour une sphère, dV sera le bord du volume de la sphère, donc la surface fermée qui constitue la sphère. Le vecteur n, qui est un vecteur unitaire normal à la surface, orienté vers l'extérieur, comme on peut le remarquer sur les deux illustrations ici en bas. Et ds, c'est un élément infinitésimal de surface, un petit élément de surface, et le combo nds peut être simplifié uniquement par le vecteur infinitésimal de surface ds, donc ds avec une petite flèche au-dessus. Le membre de droite, quant à lui, donc on l'a dit, contient cette divergence, la divergence de notre champ vectoriel f, qui peut être un champ électrique par exemple. La divergence est expliquée dans une autre vidéo de la chaîne, donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller la consulter. La divergence agit comme un compteur local de ce qui est produit ou absorbé par le champ f. Si on additionne cette création locale de flux dans tout le volume, on obtient le flux total qui traverse la frontière du volume, donc c'est exactement ce que calcule le membre de gauche. Pour vérifier l'égalité du théorème de Gauss, du théorème de la divergence, on va utiliser un exemple simple, celui du champ radial dans une sphère. On peut observer ici l'illustration de cette sphère de Gauss centrée en l'origine d'un repère cartésien à 3 dimensions. On va considérer un champ vectoriel grand F qui est égal à x, y, z, qui peut s'écrire également sous cette forme avec les vecteurs unitaires i, j, k. Et ce vecteur x, y, z n'est rien d'autre que le vecteur position petit r. Alors tout d'abord, ce qu'on peut faire, c'est calculer la divergence de notre membre de gauche, juste ici. Alors si vous ne savez pas ce qu'est la divergence, je vous renvoie vers une autre vidéo qui l'explique un peu plus en détail. Donc la divergence de notre champ vectoriel f qui vaut x, y, z sera tout simplement dérive partielle par rapport à x de x, plus dérivée partielle par rapport à y de y, plus dérivée partielle par rapport à z de z. Donc tout simplement la somme des dérivées partielles des composantes par rapport à x, y et z. Ce qui nous donne 1 plus 1 plus 1, qui nous donne bien évidemment 3. Ensuite, eh bien, on intègre sur un volume infinitésimal, et notre volume, le volume choisi ici, eh bien, c'est une sphère. Donc son volume sera celui d'une sphère qui vaut 4 tiers pi r cube. Donc l'intégration triple sur, sur dv, donc sur une sphère, ici dans notre cas, donnera tout simplement 4 pi r cube. Donc on remplace la divergence qui est un scalaire qui vaut 3 ici, et l'intégration de l'élément infinitésimal de volume sur tout le volume, c'est tout simplement le volume de la sphère, 4 tiers pi r cube. On aura donc 3 fois 4 tiers pi r cube, les 3 se simplifient, ce qui nous donne pour notre membre de gauche 4 pi r cube. Et le but de cet exercice-ci est de vérifier l'égalité,
donc de vérifier que le membre de droite vaut lui aussi 4 pi r cube. Alors allons-y avec le calcul du membre de droite qui représente le flux sortant à travers le bord de volume, donc le bord de notre sphère, de surface. Donc la surface de la sphère, elle est égale à 4 pi r carré. Il ne manque plus qu'à calculer ce produit scalaire-ci. Là, on a que f est égal à x, y, z, le vecteur x, y, z, qui n'est autre que petit r, le vecteur position, et le produit scalaire de ces deux vecteurs, et c'est tout simplement la norme de petit r, c'est-à-dire grand R, qui est le rayon de notre volume de Gauss choisi. Donc on a ici que notre membre de droite vaut R fois 4 pi r carré. En fait là, l'intégrale double bien s'applique sur l'élément infinitésimal de surface qui nous donne donc tout simplement la surface totale de notre sphère de Gauss, qui vaut 4 pi r carré. Donc on a notre R ici qui résulte du produit scalaire Fn, et le 4 pi r carré qui est tout simplement la surface de la sphère qui résulte de l'intégration sur le bord du volume de Gauss de notre sphère, sur l'élément infinitésimal de surface, et on retrouve bien notre 4 pi r cube, ce qui vérifie notre théorème de Gauss, notre théorème de la divergence. On a bien une égalité parfaite. On va maintenant utiliser ce théorème avec un exemple plus concret, celui d'un champ électrique, du champ électrique d'une charge ponctuelle. Donc l'objectif sera d'utiliser ce théorème de Gauss pour retrouver le champ électrique E créé par une charge Q située ici au centre de la sphère sans devoir résoudre d'équations différentielles. Donc notre théorème de Gauss, ici on a l'équation sous forme intégrale de Maxwell, mais je vous passe les détails, on y reviendra dans d'autres vidéos. Mais on a notre membre de gauche ici qui est le flux sortant. Et le membre de droite, lui, eh bien, est issu des équations de Maxwell qui représentent donc la charge totale interne sur epsilon 0. Donc on va s'intéresser uniquement ici au membre de gauche et utiliser le théorème de Gauss, le théorème de la divergence. On a, par la symétrie du problème, que notre champ électrique est purement radial. Donc il dépend uniquement de la coordonnée radiale R. Il peut donc être extrait de l'intégrale, et on se retrouve tout simplement à intégrer un élément infinitésimal de surface. En l'occurrence ici, on a affaire à une sphère, donc notre intégration de l'élément infinitésimal de surface nous donne tout simplement 4 pi r carré, qui est la surface d'une sphère de rayon petit r. On trouve donc, en appliquant le théorème, que le champ électrique ER est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q r carré. Donc on avait bien sûr trouvé ça à l'étape précédente, ER 4 pi r carré. On égalise avec Q sur epsilon 0, et comme E est radial, donc on n'oublie pas que E c'est un champ électrique, c'est un champ vectoriel, donc un vecteur. Là on a seulement notre composante radiale de notre champ vectoriel, de notre champ électrique. Donc on exprime le champ électrique sous forme vectorielle ici, à l'aide du vecteur unitaire. Donc comme on l'a dit, le champ électrique ici dans ce cas-ci est uniquement radial, donc on l'exprime avec le vecteur unitaire radial UR. On peut écrire également un R selon les conventions, et on trouve donc qu'il vaut 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q sur R carré, et il s'agit en fait de la loi de Coulomb, retrouvée sans passer par le potentiel ni la résolution d'une équation différentielle. Un autre exemple, c'est celui du champ électrique créé par une ligne de charge infinie, et où on utilise ici comme surface de Gauss un cylindre autour de ce fil supposé infini. Donc on considère cette ligne de charge infinie qui est dirigée selon l'axe Z, uniformément chargée, avec une densité linéique de charge lambda. Donc lambda c'est bien sûr la densité linéique de charge, donc la charge sur la longueur exprimée en coulombs par mètre. L'objectif à nouveau c'est de déterminer la forme du champ électrique. Selon les symétries du problème, on peut effectuer quelques conclusions, notamment la distribution invariante par rotation autour de l'axe, qui nous indique que notre champ électrique
sera radial. On voit ici en bleu. Donc il sera dans cette direction-ci, qu'on nomme la direction radiale. On peut voir sur le schéma euh, bah, plein d'éléments qui sont essentiels. Donc on a notre fil ici, supposé infini, qui est chargé, qui est dirigé selon l'axe Z. On voit ici l'élément, le vecteur unitaire EZ qui nous donne la direction de Z. On a l'élément, le vecteur unitaire radial ER qui donne donc la direction du champ électrique purement radial qu'on a déduit grâce à la symétrie du problème, notamment par la distribution invariante par rotation autour de l'axe. On a un cylindre de Gauss, donc en fait ce cylindre, ce volume de Gauss, il est choisi arbitrairement selon les symétries du problème. Dans ce cas-ci, on constate tout de suite que le volume le plus adapté sera un cylindre auquel on donne une hauteur h et qui est délimité donc par trois surfaces distinctes. Une première surface ici, une base en haut, une surface de base en bas et une surface latérale qu'on a nommée S3. Et chaque surface est caractérisée par un vecteur qui lui est normal, qu'on nomme ici N1, ici N2 et ici N3. Notamment dans les symétries du problème, on sait qu'il n'y a pas de variation selon Z. Le champ ne dépend donc que de R, et la direction du champ, il est radialement sortant si notre densité de charge est positive. Donc comme on peut le voir ici, un champ électrique qui est radial et qui est sortant. On va maintenant procéder étape par étape et décomposer le flux. On va observer d'abord la surface latérale. La surface latérale, c'est S3 ici. Donc ds est radial, orienté perpendiculairement à l'axe du cylindre vers l'extérieur. Donc on a ici N3. E est aussi radial à cause donc de la symétrie évoquée précédemment, donc dans la même direction que ds. Donc ça signifie que leur produit scalaire, comme on a donc deux vecteurs qui sont dans la même direction, je vous rappelle le produit scalaire, la norme, enfin, waouh la vache, je suis trop de merde. On va maintenant procéder étape par étape pour décomposer le flux en décomposant surface par surface. On va s'intéresser tout d'abord à notre surface latérale S3 qui est dont le vecteur normal donc pointe dans la même direction que notre vecteur champ électrique. Donc ce sera le produit scalaire sera non nul. On voit ici, puisqu'ils sont dans la même direction, cos 0 vaut 1. On aura donc que le produit scalaire entre E et ds. Donc ds c'est bien sûr, ici dans notre cas-ci, S3 fois N3. C'est l'élément infinitésimal de surface vectorielle. Avec E, on l'a dit, qui est purement radial, donc E de R, et ds fois cos 0 qui vaut 1, ce qui nous donne comme produit scalaire E de R ds. Et pour un cylindre de hauteur h, ça nous donne une surface latérale donc de 2pi RH lorsqu'on intègre, ce qui nous donne un flux à travers la surface latérale qui vaut E de R fois 2pi RH. Donc le E de R, c'est tout simplement la composante radiale de notre champ électrique, car on sait que notre champ électrique est purement radial, et 2pi RH, c'est tout simplement la formule qu'on connaît de la surface latérale d'un cylindre, qui vient donc de l'intégration ici, intégration double sur la surface infinitésimale de notre cylindre. Pour ce qui est des deux autres surfaces, à savoir donc les bases du cylindre, soit la face supérieure ou la face intérieure, on remarque que elles sont perpendiculaires, elles sont toutes les deux perpendiculaires à notre vecteur champ électrique. Et comme pour calculer le flux, on calcule un produit scalaire, comme le vecteur indiquant le vecteur sortant de la surface et le vecteur champ électrique sont perpendiculaires, le cosinus sera cosinus de 90 degrés qui vaut 0, et donc la valeur du flux sortant à travers ces deux surfaces sera nulle. Donc c'est vraiment essentiel à savoir lorsque on décompose
le flux, c'est donc de voir ici, donc on a nos trois surfaces, la surface latérale ici, dont le vecteur est parallèle et dans la même direction que le champ électrique, tandis que les surfaces en haut et en bas du cylindre, elles sont étant perpendiculaires à notre champ électrique, donnera un produit scalaire nul et donc un flux sortant nul. Il ne reste plus qu'à calculer le flux total en sommant les différents flux qu'on a décomposés avec la surface latérale, la surface circulaire du haut et la surface circulaire du bas, où on a que ces deux flux, le flux sortant de la surface du haut et le flux de la surface du bas, valent tous les deux 0. On aura donc que le flux total sera tout simplement égal au flux sortant de la surface latérale, ce qui nous donne E de R fois 2pi RH. D'après notre théorème de Gauss, on a que le flux total à travers donc notre surface est égal à la charge intérieure sur epsilon 0, avec la charge intérieure qui est égale à lambda H, où donc lambda c'est notre densité linéaire de charge dont on a parlé au début, et H c'est la hauteur du cylindre de Gauss choisi. Il nous reste tout simplement à résoudre et à isoler E de R, notre composante radiale. Les H ici se simplifient et on obtient une composante radiale E de R qui vaut lambda sur 2pi epsilon 0 R. Et très important, on n'oublie pas d'exprimer le champ électrique sous forme vectorielle, car il s'agit d'un champ vectoriel. On garde donc tout simplement la composante radiale trouvée ici, et on ajoute tout simplement le vecteur unitaire radial UR. On peut également écrire un R selon d'autres conventions. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur le théorème de Gauss, un outil fondamental en physique et en mathématiques qui relie le flux d'un champ à la quantité de sources enfermées. Ce qui est à retenir, qui est très important, c'est que le théorème de Gauss permet de convertir une intégrale de surface en une intégrale de volume. Il s'applique à tous les champs vectoriels et devient très puissant en présence de symétrie, comme on l'a vu avec une symétrie sphérique, symétrie cylindrique. En électrostatique, il est souvent la clé pour calculer facilement le champ électrique créé par une distribution infinie ou sphérique. Si tu as des questions ou que tu veux que je traite un autre exemple avec le théorème de Gauss, n'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as appris quelque chose, pense à liker, t'abonner, activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos de physique et de maths.